À la une de l'actualité, le cri de cœur des ressortissants du Nayala qui fait les frais des groupes armés terroristes ces derniers temps. Ils n'en peuvent plus de cette menace sécuritaire et ont urgemment besoin d'aide, ont fait savoir ce matin des porte-paroles des âmes en détresse. Le Burkina Faso avance lentement mais sûrement sur la mise en œuvre des stratégies de libération du territoire national. Le Conseil des ministres de ce 11 janvier a annoncé la création d'un fonds de soutien de près de 100 milliards de francs CFA aux volontaires pour la défense de la patrie, fait marquant la contribution des travailleurs du privé et du public sera volontaire. Le prochain sommet de la CEDEAO va s'atteler à trouver des pistes de solutions pour mieux accompagner le Burkina Faso à réussir sa transition et lutter efficacement contre l'hydre terroriste. C'est l'assurance faite hier par le président en exercice de l'organisation Oumarou Sissoko Embalo, venu s'enquérir de l'évolution de la situation au Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Il y a urgence dans le Nayala. La province continue de se vider de ses habitants à cause de la menace sécuritaire et il faut vite agir. Ce sont des ressortissants de cette partie du pays qui parlent. Au regard de l'urgence, ils se sont même constitués en coordination pour lancer un appel à toutes les âmes généreuses afin de collecter des fonds destinés à secourir les ressortissants qui se sont réfugiés majoritairement à Toma. On voit ce cri de cœur avec Benjamin Kwame. Comme pour montrer l'extrême gravité de la situation sécuritaire et humanitaire, les chefs de canton du Nayala ont brillé par leur présence à ce rendez-vous avec la presse. La province du Nayala, ce sont des localités comme Gassan, Soro, Dumba, Kwani, Yaba, Yé, Gossina, qui ont vu leurs ressortissants fuir pour la plupart et sans rien apporter. L'administration a mis la clé sous le paillasson. Cela s'est exaspéré davantage après l'assassinat du prêtre Jacques Yaro-Zerbo. La situation est vécue tristement par les fils et filles de la province qui ont constitué une coordination pour interpeller les autorités du pays. Notre province n'a pas été épargnée. Il y a eu des actions qui ont conduit à ce que l'administration soit absente dans la plupart de nos communes, dans la plupart de nos départements. Sur les 6 communes de la province, l'administration est absente depuis 2022, l'année passée, que les écoles ne fonctionnent pas. Et il y a même un village de la commune et de la province qui a été déguerpi en 2022. En dépit de la situation, les ressortissants disent avoir fait preuve de résilience, mais la situation devient intenable. Les personnes déplacées internes se comptent par milliers à des endroits différents. Quelques administrateurs encore présents dans la province sont au parfum de ces difficultés. C'est d'ailleurs eux qui ont fait remonter ces informations relatives au déplacement massif des populations, annoncent les conférenciers. Ils lancent un appel pour venir en aide à ces personnes déplacées. Au regard de cette situation humanitaire désastreuse, les chefs de canton de Toma, Yaba, Kouni, Yé et Soro ont lancé un appel à la mobilisation des fils et filles de la province afin de venir en appui aux autorités administratives pour soulager les personnes déplacées internes, PDI. La coordination provinciale qui organise cette conférence de presse a été mise en place à cet effet. La coordination provinciale du Nayala dit rester solidaire aux autres déplacés internes, mais attend une vive réaction du gouvernement de la transition pour secourir et sécuriser la province. Carnet d'audience du chef de l'État à présent. Hier, mercredi, le chef de l'État burkinabé s'est entretenu avec son homologue bissau-guinéen, Oumarou Sissoko Embalo, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est venu faire le point de la conduite de la transition. Il en a profité pour apporter tout son soutien au Burkina Faso, qui fait face en ce moment à l'hydre terroriste. Je vous propose d'en savoir plus à sa sortie d'audience. Écoutons-le. Je suis venu aujourd'hui au Burkina Faso pour enquérir
comment ça se passe la situation au Burkina. Malgré que j'ai des rapports et aussi en concertation permanente avec le médiateur président Issoufou, nous sommes en constant et permanent échange pour venir témoigner à mon jeune frère que la CEDEAO n'ait pas oublié ses doléances qu'il a fait à CEDEAO. Et dernier sommet du 4 décembre au Nigeria, tous les chefs d'État étaient unanimes pour soutenir les doléances et ces requêtes qu'il avait faites à la CEDEAO concernant cette lutte contre le djihadisme, en particulier au Burkina. Mais on sait le problème quand on dit le djihadisme, ça frappe toutes nos zones ouest-africaines et cela préoccupe beaucoup notre organisation qui est la CEDEAO. Venons-en à ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit bien sûr du prélèvement des 1% de salaire des travailleurs de la fonction publique et du secteur privé qu'avait voulu instaurer l'État burkinabé pour soutenir l'effort de guerre. Eh bien, depuis hier, le débat est clos. Le Conseil des ministres qui a annoncé la création du fonds de soutien au VDP précise que la contribution des fonctionnaires et des travailleurs du privé sera volontaire dans la mesure où il n'y a pas eu de consensus avec les partenaires sociaux. Aussi, les membres du gouvernement ont décidé à l'unanimité de céder 5% de leur salaire mensuel comme contribution à ce fonds. On en sait plus avec le ministre en charge de l'économie et des finances. Le Conseil a adopté un rapport portant création du fonds de soutien aux volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agit de la contribution des Burkinabés à la lutte contre l'insécurité, notamment par le soutien des volontaires pour la défense de la patrie. Ce fonds a plusieurs composants, dont un composant sur la contribution des fonctionnaires et des travailleurs du privé. Et pour ces composants, nous avons voulu qu'ils soient volontaires dans la mesure où on n'a pas pu dégager un consensus parmi les partenaires sociaux pour la contribution. Et donc, de façon concrète, ce qui sera fait, nous allons disponibiliser des fiches en ligne comme de façon physique pour que les fonctionnaires qui veulent apporter leur contribution puissent le faire en fonction des taux qu'ils vont eux-mêmes proposer. Alors, à côté, il y a un composant du fonds qui concerne les taxes sur la consommation des boissons, sur la consommation également du tabac. Et il y a une contribution qui va être demandée également sur la consommation en matière de télécommunications et également sur les jeux de hasard. Donc il y a une panoplie de biens qui sont concernés. L'essentiel, c'est d'arriver à alimenter les fonds de soutien aux volontaires pour la défense de la patrie. Et nous attendons un montant de près de 100 milliards pour pouvoir faire face donc aux dépenses liées aux volontaires pour la défense de la patrie. Par dépenses, nous entendons la prise en charge des VDP, nous entendons également l'équipement des VDP. L'équipement concernera donc l'acquisition de motos, l'acquisition d'armes, l'acquisition de tout ce qu'il faut pour que les VDP soient opérationnels sur le terrain. Et puis, vous le savez, au Burkina Faso, on assiste ces dernières années à une vague d'indignation sur l'autorité de l'État. Toute chose qui s'est amplifiée avec l'avènement des réseaux sociaux et pour cause, des décisions rendues par la justice peinent à être exécutées. Malgré des mesures restrictives, des manifestations sont tenues. Et pour couronner le tout, malgré des crimes économiques mis à nu, les coupables ne sont pas inquiétés. Alors, une question dans ce journal-là. L'État central est-il faible pour faire face à la résolution de certaines difficultés? Pourquoi cette fragilisation continue de l'autorité de l'État? Benjamin Kwame s'est intéressé au sujet des éléments de réponse dans son reportage. Ce n'est pas nouveau au Burkina Faso. En plus des détournements qui interviennent dans la réalisation des marchés publics ou souvent dans le budget de l'État, il y a des malversations dans bien d'autres secteurs. Des détournements qui sont dénoncés
Et l'Autorité supérieure de contrôle et de lutte contre la corruption en a fait son cheval de bataille. En 2019, par exemple, la SILCE indiquait qu'elle a transmis 86 dossiers à la justice relatifs aux crimes économiques. Sur ce nombre, seulement 5 dossiers avaient été jugés et elle n'a pas retrouvé non plus des traces de 10 dossiers au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Des crimes économiques, mais aussi des crimes de sang. Des infractions de tout genre. Parfois, des poursuites sont engagées et le processus s'écourte. Cela peut s'expliquer par la non-exécution des décisions de justice par l'exécutif. C'est le cas avec l'ancien président Blaise Compaoré. Pourquoi vous n'arrêtez pas X, pourquoi vous n'arrêtez pas Y? J'ai dit qu'il fallait faire la part des choses parce que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple burkinabé. Rassurez-vous, je suis sûr que depuis que vous faites votre carrière de journaliste, vous n'avez jamais vu un juge courir derrière quelqu'un dans la rue pour l'arrêter. Ce n'est pas son travail. Il rend des décisions et il y a des autorités, notamment les responsables, ou je dirais les personnalités au niveau du pouvoir exécutif qui sont chargées d'exécuter les mandats des juges. Sur la question, l'autorité judiciaire peut se laver les mains. Il ne manque pas d'exemples pour le dire. La question d'exécution des mandats, nous, à notre 8e congrès en tant que syndicat, nous l'avions soulevé comme problème. Et il vous souviendra qu'il y a 1 ou 2 ans, que ce soit dans le dossier Panzani et autres, les juges ont rendu des décisions, le gouvernement les a froissés, les a jetés comme il voulait, et puis il a continué. Donc pourquoi est-ce que ça vous étonne aujourd'hui? Peut-être parce que c'est Blaise Compaoré. Sinon, moi, en tant que magistrat, je suis coutumier du fait que parfois nous rendons des décisions, et puis bon, ceux qui sont chargés de les exécuter ne bougent pas des iota. Partant de cette position, nous notons que le politique constitue un frein dans les affaires judiciaires. Mais cela n'a toujours pas empêché l'aboutissement de certains dossiers, de l'avis de cet enseignant-chercheur. Dans tous les pays au monde, parfois il y a cette volonté, cette tendance de l'exécutif à vouloir s'immiscer dans les affaires juridictionnelles. Ce n'est pas une propriété exclusive du Burkina Faso. Il faut qu'on le dise très objectivement. Mais il faut préciser que dans le cas de notre pays, des réformes audacieuses ont été opérées et le pouvoir juridictionnel dispose d'une certaine liberté dans l'exercice des attributs qui lui sont conférés. L'autre secteur qui essuie des critiques au sein de l'opinion, car les condamnations semblent être sélectives, concerne les réseaux sociaux, avec des infractions numériques. Des individus sont condamnés parfois pour des délits primaires, quand d'autres menacent publiquement de mort des citoyens, avec des propos tendancieux et sont en liberté. Pire, ils font parfois obstruction aux tentatives de mise aux arrêts. C'est un abandon de l'autorité de l'État. L'État burkinabé peut être fort s'il le veut, peut être faible s'il le veut. Dans le contexte actuel, je dirais que l'État s'est affaibli dans un processus qui date de plusieurs décennies. Lorsque, par exemple, l'État renonce à assumer sa souveraineté sur un peu ses matières premières, évidemment, c'est un abandon progressif de souveraineté. Lorsque l'État renonce à recadrer les leaders religieux au motif que ce domaine est sensible, c'est un renoncement progressif à son pouvoir régalien. Lorsque l'État accorde beaucoup plus de pouvoir à certains leaders d'opinion, évidemment, cela cause la fragilisation de l'État à terme. Le magistrat viendra enfoncer le clou, notamment sur l'affaire de cet individu qui a bénéficié du soutien de ses compères pour empêcher son arrestation. Antoine Kaboré clame haut et fort que l'État est faible, et cela dure depuis des années. C'est ce que nous constatons, l'État est faible, l'État n'a pas d'autorité. Est-ce qu'au Burkina, la rue ne dicte pas ce qu'elle veut aux institutions? Ne pensez pas que la justice, c'est des oraux. Dans ce cas de figure, qui devrait agir? Quand les forces de l'ordre vont pour exercer leur mission et trouvent devant elles des personnes qui s'opposent à elles, vous et moi, les citoyens, là, vous faites quoi? Vous, au nom de qui la justice est rendue, est-ce que vous avez levé un seul doigt pour dire que vous soutenez ces forces de l'ordre ou cette justice? Non. Ah, mais votre État, là, il est où? C'est cet État-là qui est faible parce qu'il n'arrive pas à imposer sa force. Moi, ce qu'on m'a appris à l'université, c'est qu'aucune force ne résiste à l'État lorsque l'État décide de mettre en branle sa force publique. L'homme de droit et le politologue sur cette problématique sont unanimes. Un État qui n'existe pas et les forces de l'ordre qui ont chaque fois des mains liées ne pourront jamais faire régner la justice pour tous. Les appareils de répression de l'État ne doivent plus tolérer une infraction au détriment d'une autre. L'État central doit s'assumer sans faux fuyant sur certains sujets et accompagner les juridictions chargées de suivre et juger des dossiers judiciaires, recommande
les 2 hommes. Alors que l'État s'assume, c'est d'ailleurs tout le vœu des couturiers qui veulent que les responsables d'établissements scolaires emboîtent le pas, eux qui ne se frottent plus les mains depuis que certains éducateurs dans les lycées et collèges se sont transformés en couturiers. Ces derniers iraient même jusqu'à exiger des élèves leur service en matière de confection des tenues scolaires. Résultat, les couturiers professionnels peinent à joindre les deux bouts. Ils en appellent à une véritable réglementation en la matière. Les explications de Luc Pacbelgam. Depuis que certains personnels d'établissements d'enseignement public se sont découverts des talents de couturiers, des couturiers et couturières du Burkina craignent pour leurs machines à coudre. Réunis au sein des associations Panam Touri, Tel Taba et Songoni Manare, ces couturiers dénoncent une concurrence déloyale des personnels administratifs des écoles dans la confection des tenues scolaires. Chacun n'a qu'à exercer son métier. Si tu es fonctionnaire, tu dois prendre le salaire des fonctionnaires. Nous confectionnons des tenues scolaires, les blouses, les tenues scolaires et même les t-shirts pour les élèves. Et il y a le problème des logos aussi. Au début, c'est nous, on avait eu l'idée d'imprimer les logos, nous faisons les logos et nous vendons aux élèves. L'État n'a qu'à fouiller parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Si nous, on doit se former pendant plus de 30 ans et on est là, on ne peut rien faire. Et ils sont là, ce sont des fonctionnaires. C'est comme la tante l'a dit. Et ils sont des fonctionnaires, ils ont là une retraite. Nous, on n'a pas de retraite. Nous, on n'a pas de retraite. Donc, nous, c'est notre base. On demande à l'État de nous aider, franchement. C'est notre base. C'est l'avenir même du métier qui est menacé avec de telles pratiques. Si le menuisier rabote et que le soudeur soude, il est tout à fait normal que des couturiers cousent. Pourtant, des écoles iraient jusqu'à intégrer les frais de tenue scolaire dans des frais de scolarité, toute chose qui limite la marge de manœuvre des couturiers. Depuis 2004, là, moi je confesse, je ne fais que faire ça. Les vieux qui sont dedans, là, si moi je gagne, on se partage et aussi il fait un peu pour nourrir nos familles. Mais maintenant, là, les établissements publics là-bas, je ne sais pas. Je ne peux pas citer les noms ici. Ils sont là-bas, ils vendent le tissu, les logos, les t-shirts. Et nous, là, moi, mes t-shirts là sont là. Mon tissu est là, j'ai payé 3 rouleaux, ça y est là. Les logos là, j'ai fait, ça y est là. Il y a une même qui nous a dit qu'ils vont vendre ça. Même s'ils vont prendre l'argent là, laver les WC, ils vont le faire. Ils vont payer les tissus là, vendre. Bon, comme nous sommes comme ça là, voilà pourquoi moi j'ai préféré parler aux médias. Selon des responsables d'écoles et de lycées publics contactés, rien n'oblige les établissements à inclure les frais de tenue scolaire dans la scolarité. La question des tenues scolaires est discutée par les associations de parents d'élèves et les établissements. Les couturiers du Burkina, eux, en tout cas, sont convaincus qu'il y a des combines et de la corruption dans le domaine et invitent les ministères en charge de l'éducation et du commerce à jeter un œil sur certaines pratiques. Du côté du ministère en charge de l'agriculture, le département a un nouveau directeur de la communication et des relations presse. Ernest Cambiré, précédemment spécialiste des questions de développement rural à la RTB, remplace à ce poste Roger Sankara, qui lui y aura passé 7 ans de sa carrière. Le nouveau DCPM, conscient des défis qu'il doit relever, a officiellement pris fonction ce mardi en présence de Justin Amontou. Ernest Cambiré est désormais le nouveau directeur de la communication et des relations presse du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Il est officiellement installé dans ses fonctions par le directeur de cabinet du ministère en charge de l'Agriculture. Il remplace Roger Sankara qui occupait le poste de DCRP depuis 7 ans. Nommé en Conseil des ministres le 21 décembre 2022 dernier, Ernest Cambiré est journaliste spécialiste des questions de développement rural à la RTB Télévision du Burkina. Il est aussi conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. J'ai eu le temps de connaître, de mesurer, en tout cas, l'enjeu qu'il y a dans ce département ministériel en termes de visibilité, en termes de communication interne comme externe. Dans
À présent, il a pour mission de gérer et de coordonner les activités de communication internes et externes du ministère en charge de l'agriculture. Je viens dans un milieu où je connais les enjeux, je connais un peu le milieu. Alors donc je vais m'attacher à mettre les éléments nécessaires à la disposition de la presse pour une meilleure visibilité, une meilleure communication en direction du monde rural burkinabé. Avant l'installation du nouveau directeur de la communication et des relations presse, le directeur de cabinet du ministère en charge de l'agriculture a procédé à l'installation de 3 conseillers techniques et 3 chargés de mission du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Ernest Kambiré, le nouveau DCRP du ministère en charge de l'agriculture, qui a donc les pleins pouvoirs pour travailler désormais. Maintenant, je vous emmène à Fadangourma, à la rencontre d'un jeune autodidacte dans la sculpture. Il s'appelle Salif Komondi. Sa particularité, il vit sa passion depuis son très jeune âge. Aujourd'hui, son talent s'exporte au-delà de la ville de la région de l'Est pour se retrouver dans d'autres localités du Burkina Faso. Zoom cet après-midi sur ce jeune talentueux qui fait surtout montre de résilience dans un contexte sécuritaire où les affaires sont au ralenti. Arsène Konditamde. C'est au secteur 1 de Fadangourma que Salif Komondi a installé son atelier. Ce jeune sculpteur utilise le ciment pour en faire des œuvres d'art. C'est dans son village à Nagré, situé sur l'axe Fadangourma-Pama, que le jeune écolier d'alors a commencé à dessiner et perfectionner son talent. C'est quand j'étais à l'école primaire, que j'ai commencé dans les petits golo-golo, du bricolage, des dessins. C'est là-bas que j'ai commencé depuis mon enfance. Je peux dire que je n'ai jamais été dans une école, ni avoir un maître qui va m'encadrer. J'ai commencé ça seul. On peut dire que c'est inné. Au fil du temps, ce qui n'était qu'un passe-temps va devenir un métier à temps plein. L'autodidacte abandonne l'école aux grandes dames de ses parents et quitte le village pour s'installer dans la capitale régionale. Il est capable de réaliser des objets utilitaires ou des objets purement décoratifs, comme cette œuvre au secteur 10 du Fadangourma. Je fais la sculpture. Dans la sculpture aussi, on fait des pots de fleurs, on fait la décoration des maisons. Si vous rentrez dans les R+, autres maisons, il y a les poteaux là, vous allez voir que c'est bien décoré, on fait ça aussi. À part de ça aussi, on fait la peinture bâtiment. À part aussi de la peinture, on fait aussi de l'art plastique. Avec quelques années d'expérience, Salif Komondi arrive à exporter son talent dans plusieurs localités du pays. Dans la région de l'Est, pas mal 5 provinces, 2 provinces, j'ai trop travaillé. Dans la Tapo, j'ai travaillé, dans l'Agnia, j'ai travaillé. Même au centre-nord, centre-est, j'ai travaillé là-bas. À Garango et autres choses là, j'ai trop travaillé là-bas. À Ouaga, j'ai trop travaillé aussi dans les cités. Dans les cités, j'ai trop travaillé là-bas. Autre part aussi, Dori, j'ai travaillé là-bas. L'Est et bien d'autres régions du pays font face à un fort défi sécuritaire, ce qui ne favorise pas le développement de ces activités. Il espère donc que la crise connaisse un dénouement pour qu'il puisse aller à la conquête d'autres contrées. Aussi, compte tenu de l'insécurité, les gens veulent, mais les moyens souvent posent problème. On ne peut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas, ils s'intéressent. Et aussi, nous lançons un appel fort à ce que les autorités sachent bien que nous sommes là. Et il y a certaines autorités qui ne savent pas que vraiment on peut faire ça ici. Dans un coin de sa tête, Salif nourrit l'espoir d'ouvrir un jour un centre de formation professionnelle. Il veut faire profiter de son savoir-faire en matière de sculpture et peinture à tous les jeunes burkinabés qui s'y intéressent. De Fadangourma, nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso à présent, où les jeunes du secteur 22 font montre de citoyenneté à travers le curage des caniveaux. Une opération de salubrité saluée par les autorités communales de la localité qui, en retour, leur apportent le soutien à travers le ramassage des ordures curées. Dans la foulée, ces jeunes, convaincus de la plus-value de leur action, ont décidé de poursuivre l'initiative chaque dimanche afin de vider les caniveaux de toutes les ordures qui s'y trouvent avant le début de la saison des pluies. Thomas Koukayao, Soto Justin Dabiré,
Reportage. D'un coup de pioche par-ci, une pelletée de sable par-là, les jeunes du secteur 22 de Bobo-Dioulasso ont décidé d'assainir leur cadre de vie. Ils ont décidé de curer les caniveaux de leur secteur ensablés depuis quelques années et qui empêchent l'évacuation des eaux en saison hivernale. Du goudron du boulevard jusqu'à 600 mètres à l'intérieur de notre secteur, l'eau rentre dans toutes les cours et ça dégrade aussi la route. Quand il pleut, tant que le niveau d'eau ne baisse pas, on ne peut pas emprunter la voie. L'eau envahit toute la route. Ce sont autant de difficultés que nous rencontrons sur cette voie, alors que c'est le plus grand caniveau qui permet l'évacuation des eaux de pluie. Cette initiative, les jeunes du secteur 22 ont pris l'engagement de la répéter chaque dimanche. Objectif, vider les caniveaux de toutes les ordures qui s'y trouvent avant le début de la saison des pluies. On a mobilisé les jeunes pour curer les caniveaux afin d'éviter certains problèmes liés aux ordures dans les caniveaux. Donc on est sorti pour curer les caniveaux et comme c'est trop plein, on a pris la décision de sortir chaque dimanche, les curer jusqu'à ce qu'ils se vident de ces ordures. L'initiative des jeunes du secteur 22 est soutenue par la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso qui a décidé de leur apporter un appui à travers le ramassage de la terre curée des caniveaux. Nous ne voulons pas que la question de la salubrité soit uniquement l'affaire de la commune. Ça devrait être l'affaire de tous et de toutes. Et je crois qu'aujourd'hui, les populations ont répondu massivement. Nous ne pouvions qu'être fiers de ce qui, en tout cas, a été déjà posé comme action, déjà sur le terrain. Parce qu'à travers, bien sûr, les femmes de la voirie, nous travaillons d'arrache-pied, en tout cas, à rendre la ville propre. Nous allons accentuer nos actions sur le curage des caniveaux et bien sûr le ramassage des ordures, surtout dans des dépôts qui n'honorent pas vraiment la ville. Ce que moi je voudrais dire à la jeunesse de tous les autres secteurs, c'est de comprendre que la mairie ne peut pas s'occuper de tout. La voirie, la mairie ne peut pas s'occuper de tout. Il faut que nous aussi, nous les jeunes des secteurs, nous prenons conscience que c'est d'abord nous, les jeunes, qui devront vraiment s'occuper de certaines choses au niveau des secteurs avant que les autorités ne puissent vraiment nous donner. Cette action de salubrité des jeunes du secteur 22 est un exemple à suivre, à encourager et à intégrer dans les mœurs de l'ensemble des populations en vue de contribuer à assainir au quotidien leur cadre de vie. Assainir son cadre de vie, c'est contribuer à réduire les coûts de santé pour les personnes et la société. Sport, football pour finir avec cet exercice d'assurance auquel s'est attelé les dirigeants de l'AS Fayenenga hier face aux supporters inquiets. Le 14 janvier prochain, la vieille de Zimpasgo sera bel et bien à Bobo-Dioulasso pour croiser les crampons avec le Racing Club dans le cadre du championnat national, ont promis ses dirigeants à l'occasion de cette rencontre qui intervient dans un contexte où l'équipe, empêtrée dans des problèmes financiers, n'a même pas pu reprendre les entraînements, laissant planer bien sûr le doute sur sa participation au championnat national. Le point des échanges avec Madi Zongo et Madina Sienou. Le 9 janvier dernier, devant les portes closes du centre d'entraînement de l'AS Fayenenga, les supporters manifestaient leurs inquiétudes. C'est le 9, nous jouons le match avancé le 13. Donc disons 3-4 jours de cela. Bon, toujours pas de nouvelles. Donc on ne sait pas ce qui se passe. 48 heures après, c'est le président du conseil d'administration qui apporte une réponse à la question. Comme beaucoup de clubs, notre club traverse en ce moment une crise qui est essentiellement financière. L'AS Fayenenga doit 4 mois de salaire. Après avoir reçu des garanties de paiement, les joueurs devraient donc être à la rencontre du 11 janvier. Une information que dément le président du conseil d'administration. Non, les joueurs ne viendraient pas ce soir. Les joueurs seront là dès vendredi matin pour se préparer pour aller à Bobo. À 17h, les entraîneurs quittent les lieux. Après une demi-heure d'échange avec les supporters, Arma Bewende donne des assurances. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que les difficultés commencent à être derrière nous.
Soyenga, vous savez, c'est un grand club. Donc il fallait quand même tenir informés nos supporters qui sont nos deux poumons, qui permettent à la SFA de respirer, et de la situation du club, pour les tranquilliser et pour qu'ils puissent avoir du courage, même si dans le classement actuellement nous ne sommes pas en très bonne position. Nous pensons qu'avec leur aide et notre détermination, nous allons arriver à un bon classement à la fin du championnat. On va aller à Bobo, rencontrer le Racing et nous espérons revenir avec les 3 points. Après cette rencontre, les supporters sont entre le doute et l'espoir. On est un peu satisfait, pas totalement mais un peu. Oui, parce qu'à l'ASFA ici, depuis le début de saison, on n'a pas vu ça. C'est la première fois cette année. Et à nous maintenant de jouer notre rôle. Tous les supporters, tu es à Ouara, tu es à Bobo, tu es à Banfora, tu es à Dori, tu es à Gorom, là où tu es seulement, il faut prier pour l'ASFA. Parce que ça ne va pas. Il faut se dire la vérité. Cette année, ce n'est pas l'ASFA qu'on connaît. Voilà, il faut prier beaucoup, dire que l'ASFA reste en première division. Parce qu'on est mal barré. Bon, un peu rassuré parce qu'on ne peut pas donner l'espoir 100% de ce qu'on vient de nous dire ce soir ici. Voilà, puisque bon, côté affaire d'argent, on ne peut pas venir nous dire seulement que d'ici ce soir, ça sera réglé. Mais comme on a donné rendez-vous vendredi matin pour le départ des joueurs, ce qui est sûr d'ici demain soir, on sera rassuré si tout est rentré en ordre. À la fin de la phase allée du championnat national, l'ASFA Nyenenga est classée 13e avec 14 points. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement donc que se referme ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Je vous donne rendez-vous ici même demain pour un autre point de l'actualité. En attendant, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.